Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau format. On est en visioconférence, comme vous pouvez le voir, pour la nouvelle émission de QI Basket. Donc c'est un peu comme le podcast qu'on avait avant, sauf que vous verrez un petit peu nos têtes. Ce sera peut-être un petit peu plus vivant à regarder, ce sera peut-être plus sympathique. Donc le but c'est dans un premier temps d'être effectivement sur YouTube, et puis de pourquoi pas migrer sur Twitch pour du live, pour avoir des interactions avec vous. Ce sera quand même plus sympathique, c'est ce qu'on vise en tout cas. Donc vous nous direz si le format vous plaît comme ça, et si on doit se diriger vers ça. Alors vous voyez ici l'habillage est un peu dégueulasse, j'ai pas eu le temps de bosser dessus. Je demanderai aux gentils graphistes de QI Basket de faire un truc un peu plus classe et plus propre la prochaine fois, mais c'est un petit galop d'essai, donc faites-nous des retours dans les commentaires, comme ça on pourra se régler. Donc je suis avec Cam qui est là-bas tout en haut. Salut Cam. Salut à tous. Je vais te mettre comme ça, les gens voient qui tu es. Voilà, Cam c'est lui. Il y a Easy qui est là. Salut Easy. Salut équipe. Et on a Julien de la rédaction QI Basket qui est là aussi. Salut Julien. Salut. Donc trois gros sujets ont été sélectionnés pour faire le point un petit peu sur ce début de saison. On a une quinzaine de matchs dans les pattes pour le moment à peu près, enfin ça dépend des équipes. Les Wizards ont 5 matchs de saison joués, les autres sont à peu près à une quinzaine. Donc on va pouvoir regarder un petit peu ce qu'on a comme enseignement, ce qu'on a comme petites choses. Il y a des événements qui sont passés quand même relativement importants, et donc comme vous l'avez vu dans la bannière ici juste en dessous, on va commencer par le trade de James Harden qui a enfin réussi à faire passer sa grosse envie de quitter Houston, et qui s'est donc allé à Brooklyn. Alors un trade assez complexe, donc je vais essayer de refaire la récap, mais vous me dites si je me gourre. Donc on a Caris LeVert qui est parti à Indiana, on a Victor Oladipo qui est parti aux Rockets, on a Jarrett Allen et Taurean Prince qui sont partis aux Cavs, on a James Harden qui est arrivé aux Nets, et il y a 152 000 pics de draft qui sont partis à Houston aussi, c'est ça globalement. Et Dante Exum qui est parti à Houston, ouais. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Radion Coach. Radion Cook, ouais. Mais lui, il est en Europe. Ah oui, c'est juste, exact. Le petit supplément chantilly qu'il n'y avait pas au-dessus. Les gars, on a bien sûr attendu ça avec impatience parce qu'il y avait énormément de rumeurs. Finalement, ça s'est concrétisé. Julien, quand tu as vu le trade, ta première impression, c'était quoi? Choqué sans l'être, parce qu'on s'attendait à ce que Harden soit tradé. On savait pas trop pendant la saison. On se rappelle qu'au début, avec les previews, notamment chez QI, on hésitait un petit peu à comment placer Houston et comment faire la preview. Donc c'est moi qui me la suis tapé cette preview avec Moussa Harden. Et puis voilà, on savait que ça allait finir par arriver. C'est vrai que niveau timing, on s'attendait pas forcément à ce moment-là dans la saison. On s'attendait soit avant la saison, soit peut-être un petit peu plus tard vers la trade deadline, mais ça arrivait un petit peu vite. J'ai pas trop aimé la manière dont ça s'est fait côté joueur, notamment côté Harden, qui est un peu mis devant le fait accompli la franchise avec des déclats pas très jojo, mais bon, ça semblait un peu voie à l'échec cette histoire. Donc c'est ce qui est arrivé, devait arriver. La destination a été plus ou moins attendue aussi, même si je suis pas extrêmement fan du trade du côté des Nets. Alors, attention, on va y revenir longuement. Tu récupères un top 5 player de la ligue sans trop m'avancer, où tu vas pouvoir faire de grandes choses. On va en parler, mais est-ce que c'était si indispensable que ça? Je pense qu'on va pouvoir en discuter. Ouais, mais ouais, surprise sans l'être. Ok. Cam, pour toi, les Nets ont fait le bon choix en mettant un petit peu, on va dire un gros all-in quand même sur James Harden? Le problème qu'il y a, c'est que, comme je l'ai dit, on parle du meilleur joueur de son poste, un top 5 de la ligue. Donc là de ça, si tu ne tentes pas, il y a plein d'autres équipes qui ont été intéressées. Philadelphie, etc. Milwaukee, Monte de Ball, ils ont balancé 18 pics pour l'idée, mais je n'aurais pas été surpris qu'ils tentent le truc. Je pense que ça valait le coup. Du moins, en tout cas, là ils vont avoir quelques mois pour tabasser un peu tout le monde et voir ce que ça va dans le playoff. Au-delà de ça, en fait, Brooklyn, ils sont. Quand t'as KD et Irving, t'es pas là pour construire, t'es là pour gagner. Donc, vraiment, c'est un énorme boost par rapport à ce qu'il y avait. En plus, ils sortent sur le fait que
Clovert avait une bonne hype et un bon potentiel, et une blessure qui apparemment était un peu cachée. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mhm. Donc, ouais, dans ce instant, au final, Brooklyn, il lâche pas grand-chose, il lâche que des pics. Ça me fait chier pour Jarrett Allen parce qu'il montait bien en puissance, mais bon, je pense qu'à Cleveland, voilà, tu pourras nous le dire. Je pense que c'est vraiment une bonne affaire. On est Affaire à content. suivre parce que affaire à suivre parce que pour l'instant, cette équipe elle a quand même plus de questions que de réponses. Ça attaque très bien, mais en défense. Mhm. Voilà. Easy, toi, ton avis sur le trade quand tu vois oui, un petit résumé, le comportement d'Arden, les contreparties qui ont été touchées par chaque équipe, et enfin ce nouveau trio qui est formé à Brooklyn. Pour toi, c'est tout le monde a gagné dans l'histoire? Bah alors, pour revenir point sur point sur ce que tu me demandes, Harden, moi, tout ce qui est comportement comme ça, Harden, Davis, Butler, les comportements de superstars qui boudent et qui veulent aller ailleurs alors qu'ils ont un contrat honoré, j'ai du mal. Et je pense que ça va être un problème pour la Ligue dans le futur. Donc, va falloir qu'ils... Je sais pas comment faire, mais va falloir qu'on trouve quelque chose pour arrêter tout ça. Après, honnêtement, comme tu l'as dit, Cam, les Nets, ils étaient là pour gagner dès maintenant. Bon, Harden, je pense que quand tu ajoutes Harden, c'est bien pour tenter d'être champion. Et la contrepartie, enfin, ils perdent Caris LeVert, mais finalement, tu t'en fous un peu quand t'as Harden. Surtout que Caris LeVert, c'est le même genre d'Harden, entre guillemets, qui a besoin du ballon pour scorer, etc. Bon, sauf que lui, il a accepté de sortir du banc. Taurean Prince, bon, tu le perds, allez, c'est pas grave, hein, comme les tours de draft, finalement, tu t'en fous un peu parce qu'il y a pas mal de swaps, et est-ce que ce sera vraiment, vraiment gênant? Je pense pas, et puis ça peut se récupérer toujours des tours de draft, et c'est la contrepartie de toute façon pour avoir un James Harden. Et Jarrett Allen, ouais, ça m'embête un peu, mais après, Jarrett Allen, faut savoir qu'il fallait le payer cet été, donc il aurait pas forcément été simple de le garder, donc le laisser partir gratuitement, c'est pas évident, et puis bon, il te reste quand même 2 spots maintenant sur les marchés des agents libres. Des joueurs vont se faire couper, c'est sûr, comme tous les ans. Mhm. Donc honnêtement, je trouve que le deal est bon. Alors on peut leur tomber dessus parce que ouais, ils prennent des tonnes de points qu'ils prenaient déjà avant ce trade. Mais honnêtement, t'as pas envie de les jouer. T'as pas envie de les jouer parce que tu sais que les trois ensemble, comment faire quoi. Donc là, à mon avis, c'est juste une histoire de quelques matchs de se mettre en route, et après ça sera lancé quoi. Et puis l'effectif sera fignolé avec, comme je t'ai dit, 2-3 agents libres. Je vis qu'ils étaient encore dans quelques rumeurs avec Cleveland notamment. Oui, j'en ai entendu Donc, parler. Oui. ouais. donc à voir. Après, je pense que c'est aussi un bon trade pour les Pacers qui en avaient marre de Ladipo, qui avait fait aussi un peu son Harden. Et pour Houston qui pouvait plus être dans cette... Enfin, on l'a bien vu quoi, juste avant qu'ils partent là. La décla à la presse, Cousins et Wall aussi, voilà, fallait repartir sur du 109. Et je trouve que Houston a fait aussi une bonne affaire, on va dire, en se séparant d'Harden et de sa mentalité, quoi. Ouais. Julien, pour toi, c'est quoi? C'est 2-3 matchs de rodage, et après on peut vraiment compter sur les Nets sur la toute fin du tableau à l'Est, et pourquoi pas des finales NBA? Clairement, en tout cas, c'est l'objectif. C'est pour ça que tu fais ce trade-là. Ce que tu disais Cam, ce que tu disais Izzy aussi, c'est pour gagner tout de suite. Alors, est-ce que ça va le faire? Très sincèrement, il y a quand même peu de chances que ça le fasse pas quand tu as des joueurs de ce talent-là qui ont tous de l'expérience en plus, donc qui sont tous dans la ligue depuis un paquet d'années. Qu'on est certain que c'est des mecs qui vont jouer, qui sont prêts. Ça va prendre quelques matchs pour roder tout ça, c'est sûr. Évidemment, les questions elles sont sur le côté défensif et le côté sur le secteur intérieur. Maintenant, on sait très bien que quand tu montes une équipe de ce calibre-là, il y a toujours des mecs qui veulent venir et pour pas cher. Donc à la limite de la limite, si cette année la sauce prend pas suffisamment pour aller chercher le titre, parce que en face tu as des équipes qui sont un peu mieux rodées collectivement, qui ont un peu plus historiques, etc. Même si cette année ça passe pas trop loin, ça ira forcément taper, enfin, à mon avis ça ira forcément taper haut déjà, mais dans tous les cas les mecs sont sous contrat. Donc cet été tu vas pouvoir récupérer des bosseurs, des vieux qui vont arriver à bas coût, et tu vas pouvoir au pire monter une grosse équipe toute prête pour l'année prochaine. Donc dans tous les cas, non, je me fais pas de soucis pour les Nets, c'est clair et net, ça va rouler. Comme dit Izzy, t'as pas envie de les jouer, clairement, t'as vraiment pas envie de te retrouver avec ce truc-là en face de toi. Et puis de manière plus globale sur le trade, franchement, je pense que tout le monde ressort gagnant concrètement, à des niveaux plus ou moins élevés. Je mets Cleveland notamment très très haut, parce que récupérer Jarrett Allen contre cette contrepartie-là, ça pique un peu les yeux, mais bravo quoi.
Mais je pense que tout le monde est content en fait de ce qu'ils récupèrent. Houston, ils ont un projet chelou, mais un projet qui est quand même assez excitant. Ah non, mais franchement, il est chelou. Ah Leur ouais, projet, ouais, pourquoi pas. ils alignent des mecs que des revenants, c'est incroyable. C'est Mais que des bon, revanchards, ouais. ouais, c'est que des revanchards, mais ça peut donner un truc assez sexy sur l'année et tout. Puis sans trop de prise de risque au final. Et puis les Nets, ça va être la bête à abattre. Hein. Clairement, ça va être la bête à abattre. Mais je pense quand même que même s'ils vont aller très haut, il y a d'autres équipes qu'on connaît en face, qui ont du matos, et qui vont les faire chier, hein, de toute façon. Parce que là, on a quand même un problème en fait d'effectifs qui manquent de à certains postes, notamment à l'intérieur. Justement, ils ont perdu Jarrett Allen. Là, ils sont en train de pister tout ce qui traîne à l'intérieur. Ils sont venus a priori se renseigner pour Javal McGee. Donc, t'es quand même pas de disrespect envers Javal, mais t'es quand même loin dans ta recherche. Kevin Love aussi. Bon, ça, je sais pas dans quelle galaxie ils vont aller chercher l'argent pour le payer, mais soit. T'as quand même créé un déséquilibre. Et je me demande en fait, tu venais d'avoir ta saison sans Durant, sans Kyrie Irving. Est-ce que tu étais vraiment dans le win now absolu dès cette saison, sachant que tu n'as quand même pas de public, tu n'as quand même pas de quoi remplir une salle, donc c'est pas possible d'attendre la free agency par exemple, avec justement déjà une base très séduisante avec Irving, Durant, de quoi matcher une qualifying offer sur une offre sur Jarrett Allen pour voir s'il n'y a pas moyen d'avoir finalement pas cher, et d'aller chercher des free agents vraiment peut-être à un prix peut-être plus décent qui serait attiré par le fait d'avoir une possible bague. Il y a quelqu'un qui répondrait à ça. Pourquoi c'était obligatoire maintenant tout de suite? Mais peut-être que c'était pas obligatoire, mais le fait que Harden soit dispo, bah tu sautes sur l'occasion en fait. Je le vois plus comme ça, tu vois. Donc pour eux ils se sont dit ok, Harden est dispo, Harden c'est un bon fit pour nous, on l'embarque quoi. Ouais, il y a ça et il y a le fait que. Vas-y Cam, dis-moi. Comment dire ça? Brooklyn, puis le fait qu'il y a eu le changement là, de coach et on va dire de réorganisation avec l'arrivée de Irving et Kate, ils sont pas du tout dans le conflit, si tu veux en fait. Peu importe ce que Kyrie ou Kate demandent, ils le. En fait, j'irai pas jusqu'à dire que c'est du chantage, etc. Autant KD, il a tout eu. Il lui manque peut-être un 10 c'est bon, la boucle est bouclée pour prendre sa retraite. Autant Irving, il est quand même assez capricieux. Et moi j'ai vraiment l'impression qu'ils se disent il faut surtout pas le vexer, il faut pas le déranger. C'est pas comme s'il avait disparu pendant 15 jours récemment. Dans n'importe quelle autre franchise, ça fait sanctionner. Là, à Brooklyn, il a eu une tape sur la main et c'est pas bien, t'es parti pour prévenir. Je pense vraiment qu'il y a de ça. Et qu'elle fait il l'a mis à l'envers à Boston. Ils doivent se dire putain, mais ce mec-là, si on lui fait pas plaisir, il se tape. Donc ça ressemble vraiment. En plus, les trois sont très potes, donc forcément, si tu vexes Irving, tu risques de vexer les deux. J'ai l'impression qu'il y a un peu de calcul et beaucoup d'opportunités surtout. Ok. Bah oui, il faudra certainement voir dans quelques matchs ce que les Nets donnent. En tout cas, pour le moment, les Cavs ont pris 2 fois leurs mesures. Après, ils sont allés gagner à Miami. Donc, à revoir. Dans ce trade là, tu sais qu'il y a quand même un méga what if de la mort. Hein. Parce que si Harden il est pas mécontent, Caris LeVert, on lui sauve pas la vie. Oui, c'est ça, Porter Junior, il pète pas un câble et peut-être que finalement c'est un mal pour un bien qui pète un câble parce qu'il va être pris en charge peut-être plus sérieusement. Oui. T'as Kuruc donc qui est parti en Europe. T'as les Caboclo et je sais plus qui se fait virer de Houston. Enfin, t'as pas mal de what if qui découlent de ça. Hein. Ah oui, forcément, on savait que ça allait créer énormément de mouvements dans la ligue, c'était obligatoire. Un gros joueur qui bouge, c'est forcément des répercussions à gauche et à droite, mais ouais, enfin moi j'ai le Kevin Porter Jr. en travers de la gorge violemment, mais oui, on peut pas se plaindre en tant que fan des Cavs. On récupère Allen et Prince contre Dante Exum globalement, 2 pics de draft, je sais plus de trucs à la con. Donc non. Personne, je suis d'accord que personne ne peut gueuler dans aucune des 4 équipes ne peut se juger voler là-dedans, c'est pas possible. Ça c'est clair. Ok, on va enchaîner avec justement on parlait de l'Est, on va rester à l'Est avec les mauvais élèves de l'année passée qui ont l'air de tirer plus ou moins leur épingle du jeu, voire plus que bien. On va commencer par Easy, puisqu'on va parler des Knicks, des Bulls et des Cavs qui font un début de saison plutôt satisfaisant, que ce soit en termes de classement. Il a bombé le torse. Que ce soit dans le niveau du classement, que ce soit dans le jeu qui est proposé.
on a quelque chose qui est assez étonnant avec, je vais dire, tous les 3 des nouveaux coachs. Dans le sens où les Cavs ont quand même eu, c'est pas grand chose, hein, c'est même pas une dizaine de matchs de Bickerstaff. Donc voilà, Izzy, toi maintenant, t'avais l'entame de la saison, il y a beaucoup de choses qui se sont dites sur les Bulls. À l'heure actuelle, est-ce que tu es satisfait du jeu de ton équipe et pourquoi ? Satisfait à 100%, parce que là, tu as une vraie philosophie à présent avec Billy Donovan, tu en as parlé, les coachs. Je vous laisserai parler de New York après, mais sur Chicago, voilà, maintenant, tu as des joueurs qui avaient totalement lâché Boylen, le discours passait pas, y a rien. Oui, ça s'est vu, ça commence à se voir. et là, quand tu regardes les Bulls, c'est plaisant, parce que mine de rien, les Bulls ont un calendrier assez difficile. Tu es dans le match contre les Lakers à Los Angeles, tu es dans le match contre Sacramento que tu perds. En fait, tu es dans tous les matchs, sauf le dernier contre les Lakers à Chicago et les 2 premiers matchs de la saison. Et tu vois un jeu de passe, un jeu d'alternance, tu vois des décisions qui sont logiques, tu vois, tu as progressé dans tout. En fait, je regarde une stat récemment, on a progressé en passes décisives, mais beaucoup, hein, attention, hein, en réussite au lancer franc, en points marqués, en points pris, en pourcentage de points pris en défense. L'explosion est énorme, et tu vois aussi une évolution dans les joueurs, par exemple Lavine, c'est quand même lui notre franchise player, qui cette année laisse le jeu venir à lui, et je vais vous dire une phrase qui me choque parce que je pensais pas la dire, mais il a travaillé et il est plus nul en défense, il est devenu un joueur très correct défensivement, et ça c'est vraiment ce qui m'impressionne le plus avec Chicago. Il a récupéré aussi Markkanen, qui avait fait une saison à gerber l'année dernière, et là qui se sont investis, et plus des petits vétérans. Thad Young qui était pas du tout comme ça l'année dernière, et je pense vraiment qu'il y a, voilà, l'équipe s'est ressoudée autour de ce coach. Il a eu les bons mots, les mots justes, et ouais, même j'ai même pas envie de regarder le bilan victoire-défaite, mais rien que quand tu regardes un match des Bulls, t'es là et tu te dis ça joue bien, le ballon tourne, on trouve des solutions, c'est agréable. Finalement, il vous reste Porter Junior comme épine dans le pied pour pouvoir boucler la bascule vers l'avant, quoi. Porter Ou il gêne pas plus que ça ? Non, parce qu'il est très précieux, il est vraiment très précieux quand il joue. Il apporte cette dose de vétéran, en plus maintenant il sort du banc, et puis surtout, il n'est pas dérangeant dans le sens, c'est sa dernière année de contrat, alors oui, il coûte cher, c'est ça. Oui. Mais en vrai, on s'en fout, quoi. Je veux dire, notre argent, sinon il reste... Il y a Markkanen qui est en fin de contrat rookie, on aura la main dessus cet été. Kobe White, c'est du contrat rookie. Zach LaVine, c'est un contrat super friendly. Patrick Williams, c'est un contrat rookie. Carter Williams, c'est un contrat rookie. Donc au final, il prend la place de personne, quoi. Donc, Porter, je le mets plus dans le positif que dans le négatif, tu vois. Et est-ce que toi, pour toi, les Bulls, là maintenant, est-ce qu'ils sont en sur-régime et ça va retomber, ou t'as l'impression qu'ils peuvent maintenir ce qu'ils ont mis en place là, et tu sens que c'est plutôt le début de la piste de décollage ? Non, je suis plus sur le piste de décollage. Tu vois, là, je regarde le classement, on est 10e. Bon, ça se joue à pas grand-chose, hein. Il y a beaucoup de 8, 10, 7, 9, etc. Mais non, un play-in, pour moi, ça me semble être le bon range pour les Bulls. Alors, je dis pas play-off, hein, mais je pense que les Bulls peuvent jouer le play-in. Surtout à cause de ce calendrier que j'ai trouvé plus difficile pour les Bulls que, par exemple, pour les Knicks, tu vois. Ouais, ok. Ou pour d'autres équipes, hein. Mais j'ai trouvé le calendrier assez compliqué, et malgré tout, on était dans le match contre les Clippers aussi, j'ai oublié de le signaler tout à l'heure. Donc non, je m'en fais pas, et puis bon, je regarde en dessous, il y a Charlotte, Orlando, Washington et Détroit que je vois absolument pas monter. Miami, ouais, ils vont remonter, mais non, honnêtement, je m'en fais pas. Ok. Julien, je sais pas si tu as regardé des matchs des Bulls, des Knicks ou des Cavs, ou si tu as au moins suivi ce qui se passait de près ou de loin. Il y a quelque chose un genre d'ingrédient ou quelque chose qui te fait dire que ces trois équipes-là sont en train de se relever et où tu peux dire bah oui parce qu'il y a ça. Là, juste pour boucler pour ajouter un tout petit peu sur les Bulls, parce qu'il en a très bien parlé, puis c'est sa team, donc il la connaît bien mieux que moi, mais c'est vrai qu'il y a quand même une base qui est pas incohérente et sur laquelle tu peux développer. Et Lavine, ça me fait plaisir de le dire parce que c'est un ancien de la maison et que évidemment. Ah oui, j'avais oublié. C'est un de nos chouchous. Et non, vous aviez gardé Wiggins à la place, c'est ça, à l'époque, hein.
Oui. Ouais, c'était le bon vieux temps. C'est le bon vieux On a temps. gagné le deal. On perdait, mais on s'amusait. Mais non, ça fait carrément plaisir pour Lavine, qui est un putain de scoreur, hein, clairement, mais qui fait pas que ça que cette année, quoi. Et là où on attendait qu'il progresse finalement à Mini, notamment un peu dans son passing game, il est un petit peu au-dessus de sa marque habituelle cette saison. Mais parce qu'en même temps, on le fait pas jouer, ils font pas jouer meneur. Ils font pas jouer meneur. Nous, on a essayé de le faire jouer, de le prendre pour un meneur. C'est pas un meneur, c'est un arrière, c'est un scoreur. Et puis, il est capable de, quand il est responsabilisé, pardon, et c'est le cas à Chicago. Donc, il y a quand même une belle team qui va se battre. Puis la concurrence, comme disait Izzy, la concurrence à l'Est, malgré tout, tu as vraiment des équipes de bas de tableau qui vont être en bas, a priori. Donc ouais, accrocher un play-in, ça me paraît pas déconnant. Pour ce qui est des deux autres, j'ai pas du tout, perso, la même vision. Pour rester sur les anciens des Wolves, ça me fait un peu chier de voir Chiefs réussir avec les Knicks, très sincèrement. Mais autant je vois Chicago qui est sur une pente légèrement ascendante, autant je vois les Cavs avec un vrai projet et des vraies pièces. Autant les Knicks, j'ai quand même, pour l'instant, j'attends de voir que ça tienne sur vraiment une période assez longue. Ça peut être un peu poudre aux yeux, attention avec Tibbs, je peux le dire. On peut s'attendre à tout. Mais les Cavs, en tout cas, par contre, je pense qu'il y a de vraies pièces. Et là, Jarrett Allen, super coup, quoi. Pour ajouter en termes de cohérence de jeu. Tu as vraiment une base Sexton, Garland, Allen. Alors, c'est vrai que c'est con de devoir dire que Porter Jr. sera plus dans l'eau parce que c'était carrément sexy. C'est un gros, ça va mettre du temps à passer et à trouver surtout pas un remplaçant, parce que tu ne trouveras pas un remplaçant, je pense, pas tout de suite, mais de remettre un équivalent de cette pièce-là dans l'équation, ça va être chaud. Bah, en fait, tu avais quand même 5 postes, quoi. Tu Ouais, avais les 5 postes avec du talent prometteur. Ouais, tu avais du meneur au pivot, tu avais un mec de chaque. Moi, un qui me fait baver, et alors dont j'aurais bien besoin à Mini, c'est Larry Nance. Putain, quel joueur. Il a un progrès en défense. Vraiment, il est vraiment impressionnant cette saison. Et je pense qu'il fait beaucoup bien l'équipe quand tu as des force scorers comme Sexton, qui est en train d'exploser un petit peu récemment. Donc, les Cavs, vraiment, pour moi, des 3 équipes, les Cavs, c'est celle qui, à long terme, le projet, je peux peut-être avec le plus de pièces et le plus de motifs de s'enflammer un petit peu pour l'avenir. Les Knicks, je veux pas être pessimiste, je veux pas être méchant avec eux, puisque je pense que j'ai du ressenti pour Tibbs et donc ça doit biaiser mon jugement. Et les Knicks, j'attends de voir quand même parce qu'il y a du taf et que souvent les 40 minutes de jeu, ça fait un peu poudre aux yeux, mais quand même attendons de voir. Donc si je devais classer, on va dire, ces 3 anciens mauvais élèves, je dirais Cavs en premier, Bulls en 2 et Knicks en 3, mais en tout cas, force est de constater que les 3 carburent fort, quoi. Comme je te comprends. Cam, on a 3 équipes justement qui n'ont pas été dans la bulle d'Orlando. Des effectifs qui n'ont pas été extrêmement chamboulés. Hein. Je pense que les Bulls, il n'y a pas eu 50 mouvements cet automne. Non, il y a eu que Garrett Temple et le rookie Patrick Williams. Voilà, donc des petits ajouts. Aux Cavs, ça n'a pas bougé à part sur les 2-3 premiers matchs avec le trade après 10 matchs avec le trade de Harden, mais sinon ça n'a pas des masses bougé non plus. Et Knicks, il n'y a pas eu grand mouvement non plus. Donc c'est quoi ? C'est le coach, c'est des joueurs qui avaient la dalle de ne pas avoir joué pendant la bulle. Qu'est-ce que tu vois là dans ces 3 équipes ? Mais il y a un peu de tout ça. Après, il y a ça. Là, je pense que je sais pas si vous vous rappelez quand on avait fait l'émission avec Envergure, Pat Williams, on l'a lancé plus à Détroit ou au OKC qu'aux Bulls. Au final, c'est un riche qui paye immédiatement le gamin paye, etc. Je pense pas que c'est de la chance, je pense que c'est juste que le scouting staff de Chicago a bien bossé, qui se sont dit, putain, ce mec-là, il est pas en poste 3 parce qu'il y a un peu, etc. Il fait tout très bien. Il fait tout ce qu'il le fait bien. C'est rare, mais comme on dit, voilà, il n'y a pas de fausse touch. Je trouve un peu timide pour l'instant. Attends, parce que dans 2 secondes, il y a ta connexion qui est très capricieuse. Ça va, vas-y. Pour moi, c'est la préférée des 3 parce que On va reprendre Cam après. Cam, ta connexion fait encore du Daft Punk toute seule, donc on va te reprendre après. Pour l'instant, mais du coup, toi, tu peux nous dire pourquoi d'un coup les Cavs qui ont donc gardé le même effectif étaient pourris en défense l'année dernière et cette année qui arrive à, à être bon défensivement, à quoi c'est dû ce progrès défensif? Il y a un truc que tu as dit tout à l'heure,
par rapport aux stats que tu as relevées, il y a les passes décisives. Ça veut dire que tu as du mouvement en attaque. S'il y a du mouvement en attaque, forcément, ça veut dire que si tu fais plus bouger une défense adverse, si tu es moins statique, tu as beaucoup plus de facilité à marquer des paniers. Quand tu vois que tu marques des paniers, tu as plus tendance à aussi vouloir défendre ton propre panier. Moi, c'est un truc... j'ai toujours senti ça quand je joue au basket. C'est à partir du moment où tu es un peu devant, où tu es dans le match, tu as toujours plus envie de te mettre le cul par terre en défense que si tu es mené de 20-30 points. Voilà, ça c'est assez logique pour moi. Après, ce qui va faire la différence, c'est que tu as un coaching de défense qui va prendre ses responsabilités, qui va dire voilà, maintenant les gars, on va jouer comme ça. Et on va pas commencer à changer toutes les 5 secondes ou à faire du on fait de la man-to-man et puis débrouillez-vous avec ça. Non, ici on avait des vrais problèmes avec les intérieurs sur pick and roll par exemple. On a mis quelque chose en place pour que les intérieurs ne soient plus emmerdés sur pick and roll. On a aussi des jeunes qui se donnent beaucoup plus pour suivre derrière les écrans par exemple. C'est con, mais c'est aussi quelque chose qui se travaille. Donc je crois que c'est pas qu'on est tellement meilleur en défense, c'est juste qu'on a la dalle vraiment de jouer et de gagner. Et le truc c'est que sur ton début de saison, tu fais 2-3 bons matchs qui passent bien et tu peux être lancé parfois pour 10-15 matchs. Après, c'est là pour ça que je te demandais un petit peu tantôt si tu pensais que c'était une piste de décollage ou bien si ça allait se retomber. C'est que moi avec les Cavs je sais pas. Par exemple je ne saurais pas te dire. Tu vois, un match comme hier, comme il y a eu hier, je sais que ça peut arriver dans n'importe quelle équipe. Les Clippers à Dallas s'en souviennent encore. Mais j'ai vu tout ce que les Cavs faisaient l'année passée. C'est-à-dire ne pas en branler une en défense, être extrêmement suffisant, manquer d'intensité, prendre des shoots un peu, on verra bien si ça passe ou pas. Il n'y avait pas la détermination qu'il y avait sur les premiers matchs. Donc je pense que c'était juste un petit day off, donc on verra bien ce soir sur les Lakers ce que ça va donner. Mais c'est des jeunes joueurs, des jeunes talents. Donc il va falloir attendre de stabiliser un peu tout ça pour pouvoir dire de vraiment se rassurer en tout cas pour un supporter des Cavs. Mais le changement de coach, je l'ai un peu aussi d'une certaine façon parce qu'encore une fois Bickerstaff n'a pas eu le temps de beaucoup de faire. Et il y a des vidéos qui ont été publiées sur la chaîne YouTube de Cleveland où on montrait le discours et de tabasser en permanence le fait de se dire ok on fait quelque chose, si on le fait à fond ou bien on fait rien. En gros soit vous jouez soit on tank, mais il faut prendre une décision assez rapide. Et les mecs se sont dit non, on va pas se laisser marcher dessus et puis on va se donner. Après on a deux maintenant vrais protecteurs de cercle aussi. Alors Drummond a beaucoup de défauts en attaque, mais en défense ça reste quand même un solide épouvantail devant l'anneau, même si il fait des conneries, etc. Mais il n'y a pas peu de défenseurs parfaits. Donc oui, c'est vraiment, vraiment con cette histoire de Kevin Porter Jr. parce que je pense que je serais beaucoup plus serein à l'idée de me dire on va essayer de trade Kevin Love si on a un bon plan, mais c'est même pas obligatoire. On peut peut-être essayer de reproposer de signer Drummond pour 1 an ou un +1 en fin de saison. S'il est ok, comme ça on continue de former Jarrett Allen avec un gros steak en face de lui. Et derrière on va pouvoir réintégrer Kevin Porter Jr. tranquille. Larry Nance Jr. monte en puissance aussi. Ça c'est un truc qui a changé par exemple. L'année passée, Larry Nance Jr. en défense, il n'était pas si vocal que ça en défense. Parce que par tradition c'était Tristan Thompson qui plaçait en défense. Et ici, Nance, tu le vois en match, il se place vraiment, alors que c'est un 4, toujours un petit peu plus bas dans la zone, et il place les mecs. Il place les mecs et tu l'entends gueuler, alors encore plus maintenant quand il n'y a pas de public, mais tu l'entends gueuler sur les gars, et donc ça fait une organisation supplémentaire, ça fait t'entends un mec qui t'aboie dessus derrière aussi, ça te motive aussi à te bouger, parce que t'as pas envie de prendre un gros soufflet sur le nez au prochain temps mort, donc c'est plein de petites choses, c'est vraiment plein de petites choses qui fait que ton équipe là elle tourne, voilà. Du talent, il y en avait. Sexton l'année passée, on l'a vu. Il est toujours là. Garland, ça va, ça vient, on verra bien. Et puis, Drummond, oui, il casse les couilles en attaque parce qu'il fait parfois n'importe quoi. Mais en attendant, ce mec-là, c'est 20-10 sans réfléchir s'il veut, quoi. Il n'y a pas de souci. Et c'est pratiquement ce qu'il fait en termes de stats. Et pourtant, je vous jure, vous regardez ses matchs, vous avez l'impression que le mec rate tous ses paniers. En fait, quand tu regardes sa feuille de stats après, tu fais le mec a pris 15 rebonds, il a mis 20 points. Qu'est-ce que tu veux dire à un pivot qui a fait 20-15 ? Pas grand chose, tu vois. Donc
Donc voilà. Mais j'ai pas d'explication. Je pense vraiment que la bulle, le fait de pas avoir été dans la bulle et d'être privé de basket pendant si longtemps, ça a dû vraiment réveiller certains mecs. Ça ouais, ça je veux bien croire. Après, c'est la volonté de se bouger quoi. Tout simplement. Et pour les Knicks, c'est vrai que je partage un peu l'avis de Julien dans ce qu'il a dit tout à l'heure. C'est pas un peu Julius Randle qui fait un peu tenir tout le truc là? Ouais, bah du coup, sans être méchant avec Julius Randle qui fait de très très gros début de saison, ouais. Je trouve que si tu dois dire ça, c'est pas terrible. Mais c'est ça. C'est pas terrible. Après, il est énorme, hein, mais il est énorme dans un système tel qu'il est aujourd'hui avec Tibbs. Est-ce que sur le long terme c'est viable? Comment tu construis malgré tout autour de ça? Est-ce que ça va pas durer encore quelques matchs et puis finir par retomber à un moment donné? Je sais pas, j'ai du mal à y croire. Les Knicks, j'ai du mal à y croire. Mais encore une fois, est-ce que c'est parce que j'ai eu la mauvaise expérience Tibbs et que j'ai l'impression que ça peut tomber à tout moment et ne jamais repartir? Je sais pas, mais j'ai du mal. Est-ce que c'est parce que c'est les Knicks aussi? Mais j'ai du mal à croire à ça sur la durée, à Stan Belida, même si attention, il y a quand même des belles choses. Il y a R.J. Barrett qui est quand même. Oui, Barrett, c'est vrai qu'il a l'air de se stabiliser, ouais, effectivement. Ouais, il est une belle pente ascendante. Et Quickley, là, petit Quickley. Quickley, ouais. C'est bon, et puis visuellement ça trompe pas. Je veux dire, il fait de la perte. En plus, visuellement, le high test, c'est bien gentil, mais en même temps, c'est pas tout à fait faux non plus. Et quand tu le regardes jouer, tu fais ok, il y a quelque chose. Oui, clairement, c'est vrai que pour le coup, on les a joués 2 fois et on va bientôt les jouer une 3e fois. Personnellement, je comprends pas comment Thibodeau le met pas titulaire. Parce qu'à la main, il a personne. Hein, ça, on peut chanter ce qu'on veut, mais voilà, il y a personne. Tu nous mettrais un petit Quickley, Ntilikina par exemple, pour faire un 1-2 avec un gros défenseur et un fort meneur scoreur qui a quand même une petite qualité de passe. Je sais pas, ça se tente, tu vois. Mais bon, est-ce que Thibodeau va... Est-ce que son profil, est-ce qu'il cartonne pas aussi parce qu'il sort du banc, le petit? C'est possible, ouais, mais j'ai pas l'impression, en fait, je crois que le gars, en tout cas, moi sur les 2 matchs où je l'ai vu, il sort, et en fait, il a ce petit truc que Sexton a aussi, il s'en fout de qui est en face. Il s'en fout de la situation, du score, et de qui est en face. Il vient, il prend la balle, quand il prend la balle, c'est pour les marquer. Et il est capable de marquer, et il se dit qu'il est capable de marquer dans toutes les positions contre n'importe qui. C'est vraiment ce qui fait aussi le sel de Sexton, et c'est ce que je retrouve chez lui aussi, c'est sur la façon d'attaquer le cercle. Tu sens que le mec a pas regardé qui était dans la trajectoire. Il se dit j'y vais et je me démerderai pour la mettre dedans. Le reste on verra. S'il y a un pivot de 2m11 sur mon trajet. Oui, forcément après il y a la gravité la physique qui te rejoignent. Mais voilà, de prime abord le mec a envie de casser des gueules. Et ça c'est forcément très agréable à regarder. C'est un peu on n'arrive pas à récupérer Cam, mais Ja Morant à Memphis c'est un peu le même truc, tu vois. Le mec s'en fout. Quand tu vois ce qu'il est capable de claquer sur certains, il se pose pas la question. Bon, désolé, j'ai tout capété, donc... Ah, c'est pas grave, on a dit que... Non, on a rien dit. On a dit plein de choses, mais on va passer sur le dernier sujet, désolé Cam, hein, mais il faut qu'on avance dans le planning. On était en train de faire un petit comparo avec Emmanuel Quickley des Knicks, Colin Sexton et un peu Ja Morant, cet esprit... voilà. L'esprit un peu tête, les flotteurs et l'esprit un peu tête brûlée de je m'en fous de savoir qui est en train de protéger l'anneau, j'y vais, on verra bien ce qui se passe quoi. Et de trouver justement les solutions comme ça, c'est un peu le point commun qu'on avait défini avec les 3. Alors, 3e sujet qui va nous faire plaisir à la personne qui est à l'écran sous vos yeux, puisqu'on va parler des Wolves. Voilà. Tout de suite ça plombe l'ambiance, ça a tout de suite mis un petit coup dans la dynamique. Non. On va avant de laisser parler Julien, parce que sinon c'est trop facile. On va d'abord voir un petit peu ce que les autres en disent. Easy, on est d'accord que les Wolves depuis le début de la saison, il y a beaucoup de malchance. Au niveau des blessures, il y a encore Towns qui est absent. Il y a pas eu de chance quand ton franchise player se pète, c'est jamais lié. Mais au-delà de ça, on comprend pas toujours très bien ce qui se passe. Genre, est-ce que D'Angelo Russell hier, il était mis au repos alors qu'en fait il est blessé aujourd'hui.
donc on comprend pas trop non plus. Est-ce que le jeu des Wolves, est-ce que quelque chose dans les Wolves t'inspire la confiance? On rappelle qu'ils ont le premier choix, de draft qui joue Anthony Edwards. Après, bon, les rookies, on voit que plus globalement, j'ai l'impression que tous les rookies là sont un peu dans le rookie wall dès maintenant. Parce que y a pas mal de rookies comme ça où je me dis en ce moment c'est un peu compliqué. Non, chez moi ça va. Hein. Tu parles de Isaac Okoro? Ah, tout à fait. Voilà, et Isaac Okoro, il a loupé le début de saison. Tous ceux qui étaient là dès le début et qui dès le début jouaient, je trouve qu'il y a un petit côté moins bien. Après, bien sûr, il y a toujours des exceptions. Hein. Ouais. Et pour Minnesota, le problème, je pense qu'il est un peu plus profond, désolé, mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est la culture de la loose. Et ils ont pas les... Alors, il y a Rubio qui est arrivé, mais ils n'ont pas les vétérans pour être là, pour dire, bon, on vient de se manger un run, allez, hop, on se remet en selle et c'est reparti, quoi. On va mettre un ou deux systèmes bien posés et on va trouver un panier facile. Je sens pas ce côté posé à Minnesota. J'ai l'impression que c'est tout de suite la déboire et c'est normal parce que l'équipe est très jeune, très inexpérimentée même. Et j'ai pas ce daron quoi, qui va être là et qui va poser tout le monde, qui va dire ok, on va faire ça comme ça, hop, panier facile, ça va relancer la machine. C'est ça qui me manque un peu et que je trouve c'est un peu, je l'ai dit peut-être un peu méchamment, mais culture de la loose, ouais, il y a pas cette histoire de, ils sont habitués à perdre quoi en fait. Ok. Cam, je sais que c'est compliqué de dire, d'associer les Wolves avec quelqu'un qui s'appelle Sanders et viré, mais est-ce qu'il reste encore des cartouches pour notre ami Ryan? Il en reste, oui, parce que comme ça a été dit juste avant, malheureusement, tu perds ton meilleur marqueur, ton meilleur rebondeur, ton deuxième ou troisième meilleur passeur, parce qu'il a 5 passes, donc autant dire qu'il est déjà dans les meilleures références de son équipe. Au-delà de ça, après, l'effectif, il n'est pas très bien branlé, hein, parce que globalement, c'est très jeune. Bon, après, j'en parlerai un peu plus, mais au-delà de ça, moi, c'est... Comment dire ça? Même une équipe nulle, enfin, pas nulle, on va prendre les Kings. Les Kings, tu sais quoi? Tu sais que chaque soir, ça va leur demander deux choses. C'est essayer de finir les matchs, jouer vite et tirer à 3 points, globalement. À Minnesota, je vois pas de cohérence, on va dire. Je vois pas de moment, enfin, tu vois comment dire, c'est ok, bon, ton meilleur joueur n'est pas là. Il n'y a pas de routine de victoire. Voilà. Puis au-delà de ça, tu as des choix un peu. Enfin, Anthony Edwards, un coup, on te dit, alors, il va être poste 3. Ah, on va essayer 4. Ah, mais finalement, sortie devant, c'est pas mal. Tu vois, il n'y a pas de cohérence. Et enfin, déjà, je me dis, le gamin, pour qu'il s'épanouisse là-dedans, parce qu'au final, il est trimballé de poste en poste et de rôle en rôle. C'est pas simple. Et au-delà de ça, en fait. Ouais, voilà. Je vois mal à l'instant T Minnesota virer Saunders parce que très proche des joueurs, etc. Et puis, tu le viens avec. Ouais, mais attends, c'est hyper gentil, c'est leur copain, c'est très bien, mais au bout d'un moment, tu dois gagner des matchs. Quand tu vois, parce que là, tout ce que tu me décris, c'est du problème de coaching. Si tu me dis qu'il n'y a pas de cohérence, qu'il n'y a pas d'Edwards, tu le mets en 3, en 4, en 2, en cheerleaders, c'est qu'il y a un problème de coaching. Quand tu vois certaines rotations, certaines fins de match qui ont été mal gérées, c'est du coaching. Donc, moi. Vous voulez un copain, bon, j'ai plus Tyronn Lue, il est plus disponible, mais Bickerstaff, il est chez nous. Trouvez-vous un pote si vous voulez, mais au bout d'un moment, c'est très bien de bien t'entendre avec des joueurs, mais on s'en fout un peu, non? Ah non, mais je suis d'accord, on s'en fout. Mais de l'autre côté, voilà, moi je préfère, enfin, dans la logique, heureusement je sais pas où est fois Minnesota, mais t'attends que Towns revienne, tu vois dans quel état de forme et quelle dynamique il donne ça. Et c'est sûr qu'après, si t'arrives en février-mars et que c'est tendu, au revoir quoi. Mais toi tu veux pas virer Sanders, mais par contre Towns il peut dégager tranquillement. non, je parle. Le problème c'est que Towns, il y a un moment, il est très gentil, etc. Bon là, sur le niveau personnel, je pense que ça va pas être simple pour lui entre les morts qu'il y a eu dans sa famille avec le Covid, sa blessure, etc. Ouais, ça c'est clair. Mais on en va au même point, c'est ta future star. Ça fait 3 ans, 4 ans qu'il est à Minnesota. Je peux comprendre qu'il soit là au bout d'un moment, surtout quand de l'autre côté, en fait, on serait dans une ligue où les stars restent dans leurs équipes et attendent, comme KG l'a fait il y a des années. Ok, là qu'est-ce qu'il voit? Chris Paul il a eu ce qu'il voulait, Harden il a eu ce qu'il voulait, KD c'est différent, etc. Kyrie pareil. Donc tu dis au final, si tu veux gagner, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut faire un caprice? Même si après c'est pas le genre de joueur, etc. Après le problème qu'il y a à Minnesota, on en a pas mal parlé entre nous, c'est
les jeunes, c'est cool, hein. C'est cool d'avoir le côté un peu Club Med. Moi, c'est pareil à Memphis, hein. On a plein de jeunes, etc. Le plus vieux joueur, c'est Gorgui Dieng, un ancien de Minnesota. Mais vous avez quand même La le plus défense, laid joueur de la ligue avec Dylan Brooks, et ça, c'est pas rien. voilà. Oui, bon, ça c'est un autre débat. Il est gentil, on va dire. Non, au-delà de ça, la différence qu'il y a, c'est que la draft de Memphis cette année, elle est bonne parce qu'en fait, on récupère deux jeunes qui sont déjà prêts. T'as Tillman et Bane, en fait. Bah, Bane, qu'est-ce qu'il fait? Il défend, il prend du catch and shoot. Tillman, il fait un peu le coup de fusil en défense. Et peu importe qui tu mets avec eux, les mecs, ils ont un rôle et ils rentrent sur le terrain et ils disent voilà, j'ai ça à faire. Point. Si tu fais 2-3 passes, c'est très bien, mais voilà, pas plus. Ah, mais Et j'ai pas ok, ta l'impression prio, que tu peux commencer ok, avec- ta prio, c'est quoi du coup? C'est tu gardes le coach Oh. et t'attends que Towns arrive et tu le dégages, ou bien tu vires le coach, t'essayes de mettre un autre mec en place et tu vois si avec ce groupe-là, il y a vraiment personne qui peut faire quelque chose avec. C'est pas des peintres les mecs, normalement. Non, non, c'est pas des peintres, mais globalement, dans le tas, t'as peu de joueurs qui peuvent être starters ailleurs. Ou qui avaient. Enfin, Nasri, j'aime beaucoup, mais bon, il peut être que remplaçant. Juancho, ouais, tu vois, c'est. T'as un sac majeur qui est correct, mais sur le reste du banc, c'est pauvre. C'est Ok. vraiment pauvre. D'accord. Il manque de. Moi, franchement, finis la saison comme ça, fais le tri après, essaie de repartir sur des bases propres, encore une fois. Et voilà. Quitte à pas être bon, il y a que en NBA où quand t'es mauvais, t'es récompensé avec un bon jeune. Tu prises très fort pour récupérer un top 5 de draft, tu vois. Mais après, qui tu veux prendre en coach? Atkinson? Bah Je ouais. ne vois pas. Il est pas dispo. Bah il est assistant. Bah, les assistants, ça se déboulonne comme un rien. Ouais, ça se. Ouais, mais il a pas été pris avant, à mon avis, il y a Anguille sous roche. Hein. Moi, quelque chose Ah me bon. dit que Dwayne Casey va être disponible dans pas longtemps. Mais non, globalement, c'est encore une saison de transition, je pense. Enfin, le problème, c'est que cette équipe-là, elle n'arrive pas à passer le coche. Mais voilà. Il n'y a pas de solution miracle, malheureusement. Bien. Je suis pris très fort pour que Towns revienne vite. C'est tout. Julien, déverse ta colère. Non, il y a des choses à dire, ouais, il y en a un bon paquet, non, mais la colère, après le problème c'est que faut regarder à tous les étages. Au niveau de l'effectif déjà, alors si on veut commencer par Sanders, moi je suis pas pour le virer maintenant, j'ai plein de choses à lui reprocher, il est pas bon depuis le début de saison, on est clair avec ça, il fait des rotations douteuses, des gestions de temps mort, waouh, des fois je suis devant ma télé et on est tous sur Twitter en train de hurler prends temps mort, on est en train de se faire défoncer, il faut arrêter le carnage et faire quelque chose. On a joué contre des coachs en face de nous que je vais pas citer. Si, tu peux. Non mais voilà, des pop, des coachs comme ça, bon, c'est même pas la peine. Voilà, Oui, bon, là, évidemment, ouais. on va pas comprendre. Non, c'est pop, mais je veux dire, t'es en face, tu vois des temps morts, tu fais ok, c'est Ryan, regarde comment ça marche un peu. Donc, ok, il est pas bon depuis le début de saison, il y a des. Mais il cherche. Et le problème, c'est qu'il cherche avec un effectif qui est pas forcément ultra cohérent, qui est extrêmement jeune. Alors moi, le vrai problème immédiat que j'ai avec Sanders, c'est l'effectif le plus jeune de la ligue avec un des coachs les plus jeunes, si c'était peut-être le coach le plus jeune de la ligue. Et là, c'est là que j'ai un problème. C'est-à-dire que pour moi, c'est le plus gros problème de Sanders. C'est pas forcément sa compétence en tant que coach, c'est le manque d'expérience qu'il peut avoir par rapport à un groupe qui n'en a pas non plus. Bah oui. Donc si tu n'as pas de sur le terrain et que tu n'en as pas non plus sur le banc, c'est un problème. Maintenant, c'est pour ça que j'ai du mal à jeter la faute vraiment sur lui. Donc, encore une fois, Non, il lui manque- moi le but à la limite, c'est même pas de le virer du club, c'est tu vois, de dire ok, on te remet comme assistant et on prend un coach, quoi, un vétéran ou un mec comme ça. Je pense que tu peux pas le repasser en assistant, enfin ça m'étonnerait. Moi je veux lui laisser le temps d'avoir Okogie, parce qu'on n'en parle pas trop, mais Okogie Ouais, a manqué ok. beaucoup de matchs. Et même si c'est poulet sans tête souvent, que du fois il nous fait hurler sur les phases offensives, il fait quand même sacrément du bien parce qu'en fait c'est un vétéran. C'est un vétéran dans son attitude, c'est un vétéran, il se bat comme un chien, il gueule tout le temps. C'est un mec qui apporte en tout cas un semblant de quelque chose de vétéran au niveau de l'attitude sur le parquet qui peut rebooster un peu tout le monde, même si parfois il peut être ultra frustrant. Sur 4, clairement, je m'en fous, je le dis haut et fort, je veux plus entendre personne qui balance qu'il est soft ce mec. Moi je le vois tous les jours, ce qu'il traverse depuis des mois et l'attitude qu'il a, et par rapport à la franchise et par rapport à son univers perso. C'est un mec qui traverse des trucs absolument dingues. Malheureusement, je pense que sa blessure au poignet, sa rechute au poignet, elle n'est pas forcément étrangère aux soucis perso qu'il a eu, qui fait qu'il était certainement pas dans le meilleur mood pour ne pas se reblesser. Mais c'est un mec, il faut le voir, il faut voir si vous avez l'occasion, si vous avez envie de vous frapper le match où il revient et où il ne doit pas revenir. Clairement, il ne doit pas revenir, il joue à une main.
voir un mec comme ça jouer à une main et faire le match qu'il fait, voilà quoi, soft, non. Qu'on remette en cause que ce soit pas forcément le franchise player ultime et tout, je suis ouvert au débat, mais par contre que ce soit pas ce mec-là auquel il faut qu'on fasse confiance et qui doit nous apporter, c'est lui. Le peu qu'on en a vu cette saison, il se bouge le cul en défense, ça se voit dans les stats, ça se voit visuellement, c'est clair et net, c'est le jour et la nuit en défense et en attaque quand il est là. Donc moi j'attends de voir que 4 revienne, parce que de toute façon on a déjà qu'on n'est pas bon. Ça, il faut le dire, on a vraiment pas de chance. Donc j'aimerais voir du Okogi, j'aimerais voir du 4, et là je commencerai à regarder d'autant plus près les rotations et les choix de compo de Sanders, c'est vraiment qui met avec qui. Il veut persister avec des séquences à 2 meneurs, notamment dans le 4e quart-temps, je comprends pas. La paire Rubio-Dilo, c'est une des paires, des binômes dans l'équipe qui a le pire rating possible, et à chaque fois visuellement c'est une catastrophe. Donc il veut persister des fois à jouer à 2 meneurs. Après on a pléthore de joueurs à l'arrière. Juste je reviens sur ce que disait Cam aussi par rapport à Tillman et à Bain. On n'est pas dans les mêmes optiques au moment de drafter. En draftant 1, drafter en 1, tu peux pas prendre un joueur qui va t'apporter un Desmond Bain, quoi. Tu peux pas prendre un joueur comme ça. Donc on a drafté en position qu'on avait. Le petit McDaniels, pas d'enflammade, mais ce qu'on en a vu sur les 2-3 derniers matchs, c'est pas tout mal. Je sais qu'il y a des très grosses attentes. Il y a eu des très grosses attentes sur ce joueur. Et je comprends pourquoi. Alors, est-ce que ça va donner quelque chose? Mais en tout cas, il peut solutionner des problèmes. De toute façon, le gros souci chez nous, c'est poste 4. Pour moi, il y a 2 problèmes dans l'effectif actuellement, c'est la place de Dilo, c'est comment on joue Dilo, parce que c'est clairement en partie lui le fautif aussi. Son rôle est pas bon, c'est en défense, c'est une passoire, c'est pas nouveau, c'est une passoire. Donc il faut qu'on trouve comment combler ça. Et en attaque, le problème c'est qu'il apporte pas ce qu'il devrait. Donc pour moi, ça c'est un vrai problème. Et après sur le poste 4, pour moi, Juancho, ça dégage. Vous cherchez un poste 4 qui connaît le Minnesota, tu veux dire? Alors on n'a pas les sous pour le payer, et très sincèrement c'est pas le profil qu'on dommage. recherche. Mais un peu de vétéran nous ferait pas de mal évidemment. Mais bon, alors par contre chez toi il y en a un, Larry Nance, ça c'est monstrueux. Non, on peut pas. Tu peux pas. Mais le mec est de l'Ohio, son père il a joué à Cleveland, le gars est fan des Browns, des Indians, il a investi dans la communauté. Tu vas quand même pas l'arracher, tu n'aurais pas le cœur à faire ça. Pas Minnesota, toi. c'est la folie. On peut vendre la destination Minnesota, c'est magnifique. Non, mais bon, en tout cas, dans le profil, c'est vraiment ça qu'il nous faut. Alors, T-Walls FR en faisait un super trade aujourd'hui, j'ai vu un article aussi qui le mentionnait. Vanderbilt et McDaniels, avec des qualités différentes, en complément l'un de l'autre, peuvent occuper ce poste-là, dans de la défense, de la longueur de bras, de l'intensité, du rebond et du rim runner. Ils ont des qualités assez complémentaires, il y a un peu de shooting pour McDaniels, donc ils ont des qualités assez complémentaires qui peuvent nous faire une raquette, mais c'est très jeune. Très jeune. Donc le problème il est là. Et taper sur Rosas, il y a 6 mois c'était un dieu, maintenant c'est un tocard parce qu'il a pas récupéré un poste 4. Rosas, non. Je pense de toute façon il y a personne qui a vraiment craqué son slip, on va dire, pendant l'intersaison ici. Ça s'est vu, donc non, c'est pas un problème de ça. Mais justement, j'avais demandé si, donc vous trois pouvez donner votre avis, hein. Est-ce que D'Angelo Russell doit rester à Minnesota, ou est-ce que justement on s'en sert pour amener un petit vétéran, 2 petits vétérans, histoire de créer une base stable pour l'équipe? T'as un meneur, Rubio, qui est capable de mener une attaque et de lâcher les balles. Il l'a déjà fait, il l'a très bien fait à Utah. Pourquoi pas le remettre dans un rôle comme ça? Mais à ce moment-là, est-ce qu'on peut aller récupérer quelque chose avec D'Angelo Russell? Et est-ce que c'est malin de le faire? On va commencer avec Easy. Mais Russell, c'est son rôle en NBA en fait, j'ai l'impression. Il est là pour être transféré. Non, à Brooklyn, il était bien en fait. À Brooklyn, il était mais nickel. il s'est fait trade de la même façon. En fait, j'ai envie de dire oui, je le ferai, mais le problème c'est sa relation. Donc tu vas m'en parler mieux que moi vu que t'es fan des Wolves, mais sa relation avec Kat, quoi. Parce que si c'est pour après que Towns il boude et qu'il demande son transfert ou que voilà. Enfin, il faut que le trade soit assez bon pour que ça fonctionne tout de suite. Ah oui, bien sûr. Là, là, pour le moment, t'enchaînes un peu les branloutes. Donc, ça, normalement, il y a moyen que ça tourne mieux. Et puis, ça veut dire que c'est un constat d'échec assez rapide. Ouais. Honnêtement,
Je continuerai moi avec Russell, même si je pense que ses meilleures années sont derrière lui, si je peux dire, même si c'est un peu méchant. Je pense pas qu'il sera All-Star de nouveau. Mais non, faudrait, je pense, lui mettre un complément. Des mecs plus besogneux et plus, comme j'ai dit tout à l'heure, avec plus d'expérience. C'est ça que je viserais, mais se séparer de lui. On veut un nom easy. C'est Donne-nous un nom qui doit venir à Minnesota alors. Un truc réaliste. Hein. Thad Young. Ah, je vois qu'on veut monter une petite affaire entre gens. Non, mais tu vois ce profil, tu vois, des mecs un peu besogneux, quoi. Il y en a dans toutes les équipes, et j'en vois pas à Minnesota. Parce que même Rubio, que j'adore, hein, que je récupérerais bien à Chicago, vous voyez un peu le Ah, délire. d'accord. Même lui, je le sens pas être patron dans cette équipe, quoi. Comme je disais tout à l'heure, je le sens pas. Donc peut-être des mecs un peu plus, peut-être moins flashy, moins aimés, etc. Mais plus dans le don de soi. Ok. Donc après, bah ouais. C'est pas idiot, Je pense, c'est pas idiot. Pourquoi pas, c'est pas idiot. Cam, ta petite proposition? Pas des gens de Memphis, bah hein, déjà, s'il vous à plaît. l'instant. Comment dire ça? Si, tu peux. Si tu trades Dilo maintenant, bah c'est un gros échec, mais surtout en fait tu le trades pourquoi? Parce que globalement c'est pas une superstar. Mais des seconds couteaux comme ça qui font une saison dégueu, tu peux pas arriver auprès d'une autre équipe et gagner un meilleur truc. Puis tout simplement, bah Julien l'a dit, on l'a pas assez vu avec 4 sur toute une saison pour savoir, parce que je pense qu'offensivement, il y a de quoi faire, franchement. Oui, bien Il sûr, mettra jamais bien 30 sûr. points par match, mais à côté de ça, par contre, t'as une. Pourquoi c'est ça la vraie base en fait? Et on en revient à ce problème-là, c'est les deux, tu les as même pas vus sur 10 matchs ensemble. Si on avait un vrai échantillon, on pourrait se dire 5, ça le fait apparemment, pas. 5. Il a été All-Star parce qu'à Brooklyn ça a marché, etc. Mais non. Franchement, attends. Il D'accord, coûte pas super ok. cher. Ouais, franchement, il me faut une saison pleine. Il me faut une saison pleine, et à côté de ça, par contre, ce qui est sûr, c'est que lui et Rubio en même temps sur le terrain. Oh, putain, tu peux pas quoi. Tu peux pas avoir d'un côté. Ok, un qu'est-ce meneur que tu vas chercher? Qu'est-ce que tu vas jouer? Qu'est-ce que tu vas chercher comme joueur pour améliorer un petit trade un peu facile qui peut fonctionner? Là, on a eu une proposition déjà, Thaddeus Young, Ricky Rubio, par exemple. Ok, d'accord, ça passe. Ouais, voilà. J'ai pas regardé les salaires, hein, mais Là, c'est mettons. trop parce que pour moi, le poste 4 qu'il leur fallait, ils l'avaient l'année dernière, ils s'en sont séparés, c'est James Johnson. Besogneux, passeur, shoot, défense, il y avait tout. Bon, après, ils ont écrémé, et entre guillemets, ça peut se comprendre, etc. En poste 4 comme ça, je sais pas, franchement, appelle Golden State, tu dis bonjour, Eric Pascal, il est dispo, tu Non, vois. mais allez, sérieusement, Il faut ce genre de joueur-là. faut être sérieux. Et Pascal. Ou alors, ouais, c'est pas dingue, mais bon, tu vois. Oui, c'est on est pas- d'accord, c'est pas dingue, ouais. Comment dire ça? T'aurais été Harry Giles, mais bon, Harry Giles, malheureusement, à Portland, là, il est parti pour jouer 40 Et minutes. ouais, mais c'est fragile aussi. Il y a pas encore de certitude assez avec lui. Ah non, bien sûr. Mais après, de l'autre côté, est-ce que 4, il a vraiment besoin d'avoir un poste 4 qui devient rare en NBA, où en fait, les postes 4, t'en as une quinzaine qui sont forts, après, c'est moyen, tu vois. Si c'est pour mettre de la viande, pour de la viande, mais un deuxième ailier, mais. Oui, ça, moi je dis pas, Mais de l'attaque. je dis pas spécialement Non. obligatoirement poste 4, hein, tu peux me sortir autre chose. Non, Mais, bien sûr. Moi, je pars dans l'idée, si t'arrives pas à avoir un crack en poste 4, récupère un bon Fendi. Bah, un mec comme Rocco, il rendrait des fiers services. Voilà, c'est un joueur comme ça qu'il faut, tu vois. Un Qui ça ailier que tu mets dans un coin, qui va défendre un peu. Parce que le rebond NBA, c'est des raquettes qui dominent avec des 4-5, il y en a très peu maintenant. C'est des équipes, c'est souvent les meilleures équipes. Mais globalement, partant de là, t'as un monstre au poste 5, donne-lui la place dans la raquette, comme ce que font les Bucks avec Giannis ou ce que fait Philadelphie avec Embiid. Donne-lui de la place, mets 4 shooters autour, prends-toi des valises s'il faut en défense, mais mets plus de points. Si tu mets 120 points par match, en général, tu gagnes. Très bien, Cam. je note. Allez, Jus, à toi. On t'écoute. Tu veux quoi? Il te faut quoi pour Jaren Jackson Jr.? Il est fou, lui. Allô? Oui. Attendez, bougez pas, ça coupe. Il te faut Oui. quoi pour Jamarant Jamais. Ah, mais c'est pas- Jamais. Je te file Winslow si tu veux. Voilà. Non, Ça, mais, Winslow. sais Winslow, que pour moi, c'est un joueur. Winslow, Bon, là, il passe plus de temps à fumer qu'à s'entraîner, mais c'est un joueur qu'il faudrait à Minnesota. Bah, dans le profil en tout cas, Trendy, c'est pas ce qu'il nous faudrait, ouais. Mais non, mais pourquoi je déconne sur Jaren Jackson, parce que typiquement pour moi c'est le profil pour Towns, quoi. C'est le profil pour Towns. Il est capable d'occuper la raquette, il est capable de s'écarter et il défend costaud et il est long. Pour moi c'est le profil idéal à côté de Towns. Mais évidemment dans un monde parfait. Non, moi je vous l'ai fait le signe à chaque fois que vous avez parlé de Dilo. 5 matchs avec Towns. 5. Tu peux pas tirer de conclusion Non, sur c'est ça. Alors, je comprends, mais alors
complètement les doutes qu'il peut y avoir sur est-ce que c'est un duo qui peut aller loin. Pour moi, c'est pas des doutes, hein. C'est simplement que c'est une monnaie d'échange qui est valuable, tu vois. C'est juste ça. Est-ce qu'en ce moment elle est très valuable? En plus, je suis pas sûr qu'en ce moment il ait vraiment une valeur importante sur le marché. Puis voilà, moi j'aurais trop mal au cœur. 5 matchs ensemble, il faut à côté. Et en fait, moi je voulais juste mettre l'accent quand même sur 3 mecs qui vont un peu ensemble. En fait, c'est Edwards, Culver, Okogie. Il y a 3 postes 2-3, concrètement, jeunes, qui s'entassent un petit peu, sauf qu'on est le cul entre deux chaises. C'est-à-dire, est-ce que tu gardes ces mecs-là et tu les développes au risque de mal les développer, ou est-ce que tu t'en sers là comme monnaie d'échange? Et cet automne, du coup, on a beaucoup parlé de Culver en tant que monnaie d'échange, avec Atlanta, etc., pour soit monter dans la draft, soit pour récupérer du vétéran. Parce que c'est pas lui qui va finir par sauter. Le problème, c'est qu'avec Minnesota, ça fait plusieurs saisons déjà que c'est le cas. On avait déjà le problème avec Lavin, on avait déjà le problème avec Wiggins, on a beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que quand tu as des jeunes comme ça, qui ont du potentiel, c'est toujours la même chose, tu es toujours tiraillé entre est-ce que je le développe, est-ce que je le lâche, et qu'après je risque de le voir exploser ailleurs. Ouais, c'est ça. Parce que Culver, concrètement, sur des séquences, putain, moi je veux voir ce mec-là, j'ai envie d'en voir plus de ce mec-là. Il est capable de faire plein de choses sur un parquet, il a un gros problème de confiance. Et le truc, c'est que c'est vraiment un truc là avec cette équipe, c'est que comme c'est que des jeunes, Edwards notamment, Edwards c'est pareil, il a commencé la saison, 3-4 premiers matchs, tout le monde regarde ça et dit putain, visuellement, il y a quelque chose. Il fait les spin moves, il fait les matchs, il a de la technique, il est athlétique au possible. Ce mec, il a un avenir en NBA. Là, ça fait quelques matchs, il met plus dedans. Parce que toute l'équipe baisse la tête. Mais oui, c'est ça. Il n'y a personne pour le relever. C'est comme Culver, il a pas cette culture de la gagne. Et effectivement, moi je comprends grave ce que tu dis. Si tu le mets dans une équipe qui gagne un peu, si le mec explose derrière, tu te bouffes les doigts. Hein. Tu te bouffes les rognons. Maintenant, est-ce que tu peux garder tout le monde et développer tout le monde? C'est le dilemme. Donc, est-ce que tu ne dois pas devoir faire un choix à un moment donné? Je pense que des 3, le plus à même de sauter, même si ça ne me ferait pas le plus plaisir, quoique, c'est Culver, à mon avis, qui peut être valuable justement si tu veux aller chercher le vétéran, quelque chose comme ça. Donc, pour moi, il faut avoir un effectif un peu complet, voir ce que ça donne. Et il y a un truc qui manque dans l'équipe, et ça, ok, ça manque de vétérans. Et quand t'as pas de vétérans, c'est plus dur à faire, mais il faut une putain de hiérarchie dans les rotations. Oh, et il faut que. Et là, Vanderbilt commence à prendre sa place au poste 4. C'est très bien. C'est très bien. Le foot au poste 4 qui joue, qui se développe et qui ait sa place. Juancho, quand il revient, il va devoir regagner ses minutes. Et s'il joue comme il joue en début de saison, il ne les gagnera pas ses minutes. Là, récemment, on a sorti Lehman de la rotation. Bon, pourquoi pas? Moi, il faut qu'il y ait plus de hiérarchie dans les rotations. Parce qu'il faut que maintenant, dans les jeunes qu'il y a, et il y en a un paquet, il faut qu'on identifie ceux qui sont prêts à se développer et qu'on peut développer, et ceux qu'on va devoir laisser sur le côté et potentiellement utiliser pour récupérer du vétéran. Pour moi, ça c'est l'objectif, et c'est ce sur quoi Rosas et Sanders doivent travailler ensemble sur les prochaines semaines. Mais sauf que si t'as pas ton mec, si t'as pas Kat qui est au centre de ça, parce que quand il est sur le terrain, les rôles sont quand même plus clairs, parce que lui, il capte les défenses adverses, donc il donne des ballons. Ça écarte le jeu. Enfin, il y a plein de choses qui se passent sur le terrain quand il est là. Pour moi, ça va être le révélateur, mais il va falloir à un moment donné faire des choix. Et cette année, on va tirer la langue. Et sachant qu'on n'a pas, je rappelle, dans Tristesse, on n'a pas le pic 2021, protégé top 3. Donc, même en tant qu'an comme des gros ports, ce qui ne plairait pas du tout à 4, t'es pas garanti d'avoir le top 3, parce que si je dis pas de conneries, même si tu as le pire bilan, tu peux te retrouver avec le 4e pic maintenant, me semble-t-il. Donc ça. Voilà, et puis vu notre historique, clairement, ce sera pour nous. On est très clair là-dessus. Donc non, il faut jouer au basket. Voilà, Beasley, il justifie son contrat. On avait un peu peur, il justifie carrément son contrat. Donc il faut jouer. Et Kat, on a des craintes sur Sanders, c'est son pote. Dilo, c'est son pote. Après, à un moment donné, c'est un adulte aussi, il est capable de comprendre que si tu vires quelqu'un ou tu traites quelqu'un, c'est pas pour faire chier son monde, c'est juste parce qu'il faut que l'équipe gagne. Ça le ferait si, et là c'est la compétence de Rosas et de tout l'encadrement, si tu es capable de le faire comprendre. Parce que surtout que là il est dans une période super compliquée, donc je pense qu'il va fleur de peau et compagnie, et c'est complètement normal, encore une fois, c'est pas être soft, c'est normal. À ce moment, il faudrait être capable de l'expliquer, de l'accompagner, parce que ce mec-là, c'est sa 6e saison aussi, je dis pas de conneries. Voilà, par l'année où il y a Butler, il est solo, quoi. Il est solo. Donc, non, il y a une base.
moi je suis contre l'idée de dire qu'il n'y a pas de base et que c'est pas du tout cohérent, mais il manque des pièces. Pour moi, on a une bonne base, mais il manque beaucoup de choses. Voilà. Maintenant, c'est aller les chercher dans des conditions qui sont pas évidentes. Ok. Et ce serait pas Bisley justement la pièce à échanger avec en te disant que tu responsabilises davantage Edwards pour chercher alors je sais pas si ça va te plaire ou pas, mais un mec comme Aaron Gordon d'Orlando. Moi, Aaron Gordon, je veux pas. Vraiment, je peux pas ce joueur. Après, c'est très personnel, mais moi, ça me plaît pas. Ou d'autres, hein, je dis Gordon Bisley, pour te trouver un gars. Mais ce serait pas Bisley le mec qui pourrait justement t'attirer quelqu'un. Alors, le truc, c'est que là, il est pas tradable pour le moment. Pour le moment, il est pas tradable. Oui, il arrive, c'est quoi, c'est mars? Ouais, c'est février-mars, ouais, avec le décalage de la saison. Et Bisley, concrètement, ce qui me ferait chier, c'est que c'est le cœur un peu les couilles de l'équipe hein, cette saison. C'est un peu le cœur et les couilles, surtout avec Okogie pas là, qui est un peu le mec qui se jette dans tous les sens pour redonner du peps. Bisley en body language sur le terrain, quand il y a besoin de peps, c'est un des seuls à en injecter beaucoup. Après, je pense que rapidement, s'il continue comme ça, parce que là, ça fait quand même 2-3 matchs qu'il est un peu dedans, donc c'est toujours pareil, c'est un mec qui va avoir des hauts débats quand même dans sa manière de jouer, c'est comme ça. Hein. Mais pour l'instant, il justifie pleinement son contrat. Mais par contre, là où je te rejoins, c'est que dans un avenir, à mon avis pas immédiat, mais moyennement proche, il pourrait devenir une pièce relativement valuable, ouais, à échanger dans un trade. C'est pas impossible. Ouais. Mais tu pourras le faire que si tu te dis putain, Edwards, je peux y aller quoi. Ouais, c'est ça. Et sauf qu'il faut qu'on développe Edwards. Et pour le moment, l'utilisation. C'est pas ça. Après, tu vois, là on parlait justement de chercher un poste au 3-4. Est-ce que t'appelles pas Denver pour demander pour MPJ ce qu'il lâche? Parce qu'il joue pas, avec son coach étendu. Ah, c'est cher. Hein. C'est compliqué. Ça va être cher, mon gars. Cher, mais de l'autre côté, il joue pas. Enfin, il joue peu. Et le conflit quand même qu'il y a entre comment l'utiliser à Denver. Tant que le coach actuel restera, je le vois pas jouer 25 minutes. Il préfère aligner des Green, etc. Et justement, jouer sur le fait que le vert il joue sur un poste où il y a peut-être plus de place à Denver qu'à Minnesota. Voilà, quitte à sacrifier un jeune, là ça peut se valoir. De toute façon, comme tu l'as dit, il viendra un moment en fait. Denver le lâchera pas, c'est un trop gros talent. Et s'ils veulent s'en débarrasser, ce sera pas contre un Culver. Ah non, ça va être trop cher. Ça va être trop cher. Ouais, clairement. En tout cas, le point commun entre toutes les équipes dont on a parlé aujourd'hui, c'est qu'il faudra certainement encore attendre une bonne dizaine de matchs, voire peut-être plus, pour pouvoir se faire une idée plus représentative de exactement où elles en sont, que ce soit les Nets, que ce soit les Cavs, les Bulls, les Knicks et les Wolves, en attendant que ce soit des retours de blessures, que ce soit simplement des confirmations de bonnes prestations, ou bien des alchimies à trouver d'ici une quinzaine de matchs. Donc on sera un peu moins de la mi-saison, on y verra déjà certainement nettement plus clair et on se fera un plaisir de vous refaire un point d'ici là. Donc en tout cas merci beaucoup messieurs, merci Julien, merci Izzy et merci Cam pour votre présence pour ce premier essai vidéo. Oui, les qualités vidéo de tout le monde sont pas super bien, je le répète, il y a les webcams, on n'est pas tous égaux face à la technologie. Il y en a qui ont des connexions qui viennent d'un autre temps aussi, voilà, c'est bricolé à la main, mais c'est bricolé avec beaucoup d'amour, vous pouvez nous croire. On vous donne rendez-vous d'ores et déjà pour la prochaine vidéo pour voir si on a progressé entre temps ou bien si on est parti pour tanker toute la saison. On va avoir un expert vidéo, drafter un expert vidéo à la prochaine draft des médias de basket. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien, passez des bons moments basket et puis à bientôt. Salut. Salut tout le monde. Ciao.